Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu hors sujet, c'est une petite vidéo que je fais le temps de préparer d'autres vidéos plus grosses qui sont vraiment historiques. Dans celle-là, alors on va parler un peu d'histoire, mais c'est pas le sujet principal puisqu'on va parler de comment fonctionnent les élections aux États-Unis, puisque donc je sors cette vidéo le 3 novembre, donc 2 jours avant les élections présidentielles aux États-Unis, qui en plus sont des élections en journée où on ne vote pas que pour le président, mais également pour les représentants, donc l'équivalent des députés, une partie des sénateurs, une partie des gouverneurs, une partie des chambres locales, etc. Donc c'est un jour où on vote pour quasiment tout, c'est comme si en France on disait le président et l'Assemblée le même jour, plus une partie des sénateurs, des maires, des conseillers généraux et des conseillers régionaux. Ce serait un peu le bazar dans l'isoloir. Donc c'est une journée très importante de vote aux États-Unis, et c'est un pays dont on parle un peu parce que ça reste comme la première puissance mondiale et ce qui se passe là-bas peut avoir des influences au niveau international. Mais le mode de scrutin là-bas est souvent assez différent de ce qu'on a en France. Globalement, alors, je vais me concentrer sur les élections présidentielles, mais sur les autres échelons, le mode de scrutin le plus répandu, c'est une élection à un seul tour où le gagnant remporte l'élection. À la différence de nous, on est plutôt habitué à avoir 2 tours. Mais avec également certains États qui pratiquent des votes préférentiels, ou aussi ce qui existe, c'est ce qu'on appelle la jungle primary, la primaire jungle, où en fait on a une primaire, mais où on vote en même temps pour toutes les primaires. C'est-à-dire qu'on a les candidats républicains, les candidats démocrates, les candidats écolos, libertariens, indépendants, qui se présentent tous. Donc c'est comme un premier tour chez nous, mais sauf qu'il y a plusieurs candidats sous la même étiquette. Et c'est les 2 premiers qui sont qualifiés pour le second tour. Donc parfois, ça va être un démocrate contre un républicain, mais notamment en Californie où les démocrates dominent largement, c'est un État qui pratique ce système-là, on va avoir régulièrement des seconds tours démocrates-démocrates. Mais bon, quand ça arrive, souvent, c'est que le camp éliminé est très faible et du coup n'aurait pas été en mesure de gagner le second tour. Pour ce qui est des élections présidentielles, alors c'est un vote à un seul tour, uninominal, donc c'est comme si nous on avait d'autres présidentielles à un seul tour et le gagnant l'emporte, sauf que c'est pas être premier au vote populaire qui compte, c'est être premier au nombre de délégués. Et qu'en réalité, les électeurs ne votent pas directement pour le président, même s'ils ont le bulletin avec le nom du président, mais en mettant ce bulletin, ils élisent des délégués de leur État qui vont ensuite aller élire le président. Alors, ces délégués sont choisis par l'équipe du candidat, dans la majorité des États, ils sont tenus légalement de voter pour le candidat auquel ils étaient affiliés. Donc, voilà, on désigne des délégués qui doivent voter pour un candidat. Mais du coup, on peut avoir des situations, et c'est arrivé 2 fois dans l'histoire récente, où le candidat arrivé en tête ne remporte pas l'élection présidentielle, puisqu'il a moins de délégués. C'est arrivé en 2000, où Bush est légèrement mené au vote populaire, mais emporte le vote des délégués, et en 2016, où Trump est assez largement mené, de 2 points, donc ça joue quand même à plus d'1 million de voix, par Clinton, mais il remporte le vote des délégués. Ce décalage, il y a 2 choses. Déjà, le fait simplement par ce mode de scrutin, ça peut forcément arriver parce que vu que ce n'est pas une répartition proportionnelle des délégués, mais le gagnant remporte tout, enfin ça c'est le cas dans tous les États sauf 2. Je parlerai des 2 exceptions après, mais globalement c'est le gagnant remporte tous les États. Enfin tous les délégués de l'État. Du coup, si vous gagnez un État avec une voix d'avance, ou vous gagnez 10 États avec une voix d'avance, ou un État avec 100 voix d'avance, vous avez dans notre option pris plus d'avance sur votre adversaire, mais moins de délégués. Enfin, à taille d'État comparable. On va parler après de la répartition des délégués entre États. Mais ce qui fait, voilà, si vous avez un vote moins bien réparti, avec des gros bastions qui vous faites beaucoup de voix, qui vous permettent d'emporter le vote populaire, mais ça ne vous donne pas plus de délégués que si vous gagnez de beaucoup d'États. Ensuite, il y a la répartition des délégués par État. Alors, cette répartition prend en partie en compte la population, mais pas que. En effet, chaque État a 2 délégués de base. Ça, c'est pour tout le monde. Et ensuite, les délégués supplémentaires, donc à peu près 400, 430, 435, 37, dans ces eaux-là, sont répartis proportionnellement en fonction de la population de chaque État. Donc, ce qui fait que vu que vous avez au moins déjà les 2 délégués de base, plus au moins un délégué réparti à la proportionnelle, quelle que soit votre population, vous aurez au moins 3 délégués, là où les grands États bénéficieront moins proportionnellement des 2 délégués acquis de base. Pour donner un exemple concret, on a le Wyoming qui a à peu près un délégué, un grand électeur pour 200 000 habitants, la Californie 1 pour 800 000. On voit un écart quand même de 1 à 4 entre l'État le moins peuplé des États-Unis et le plus peuplé. Et l'État le moins peuplé est très républicain, l'État le plus peuplé est très démocrate. Donc déjà, ça donne un léger avantage en termes de répartition.
aux républicains et qui en plus, du coup, ont plus bénéficié d'une meilleure répartition des voix lors des scrutins précédents, puisque du coup, à chaque fois, en 2000 et 2016, c'était le républicain qui gagnait l'élection présidentielle avec moins de voix. Alors, on pourrait se dire, ce système, c'est stupide, c'est n'importe quoi. On a un candidat qui arrive en tête qui perd l'élection. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils ont ça? Alors là, on va arriver un peu sur de l'histoire, puisque la raison est historique. En effet, à l'origine, les États-Unis, c'est une confédération d'États. C'est pas un pays unique, une république une et indivisible comme la France. C'est des États qui sont rassemblés. Et le président des États-Unis n'est pas le président des habitants des États-Unis, mais le président des États qui se sont unis. Donc c'est les États qui élisent leur président. Et même à l'origine, les délégués des États n'étaient pas élus. Ils étaient désignés par les instances d'États qui, elles, étaient élues. Mais du coup, il y avait une élection même à 3 degrés, parce que, il y avait 2 écarts. Les électeurs élisaient des représentants de leur État, des gouverneurs, tout ça, une chambre locale, qui par la suite, dans leurs différentes attributions, désignaient des délégués, qui eux allaient élire le président. Il y avait quand même un gros écart entre le citoyen et le président. Alors progressivement, mais ça s'est pas fait d'un coup, mais les États ont mis en place l'élection des délégués à l'élection présidentielle, ce qui fait qu'au début du 19e siècle, on a à la fois des États qui élisent leurs délégués et d'autres qui les désignent. Ça fait un peu aussi des écarts entre des citoyens qui peuvent élire leur président et d'autres non. C'est particulier. Alors maintenant, tous les États élisent leurs délégués, mais on garde cette idée que c'est les représentants des États qui vont choisir le président. Et que du coup, pour être président, il ne faut pas être soutenu par une majorité de la population, mais par une majorité d'États. Donc c'est de là que vient ce système de vote particulier. Et qui du coup crée des distorsions qui peuvent faire encore que du coup en 2024, là, si ça se trouve, Kamala Harris sera en tête au vote populaire. Ce qui arrive souvent actuellement, les démocrates ont tendance plutôt à dominer le vote populaire, surtout avec une forte mobilisation des femmes du fait des menaces sur l'avortement. Mais les républicains, par la répartition des délégués, ont une chance de gagner. On verra bien ce que donnera le vote. Du coup, peut-être que je ferai là plus sur ma chaîne secondaire un retour sur ces élections, une analyse de ce vote. Ensuite, oui, je vous ai dit qu'il y avait 2 États qui avaient un mode de scrutin différent. Alors, c'est le Nebraska et le Maine. Là, la différence, c'est qu'on a, du coup, les 2 électeurs de base donnés à chaque État vont être désignés et donnés aux candidats qui arrivent en tête dans l'État. Mais ensuite, on a les 3 autres sièges, parce qu'ils ont du coup, 3 sièges pour le Nebraska, 2 pour le Maine, qui sont répartis par circonscription. Parce qu'en fait, c'est assez simple, c'est que du coup, ce nombre correspond aussi à la représentation parlementaire des États, puisque les États ont tous 2 sénateurs qui les représentent. Le Sénat aux États-Unis représente les États, un peu comme le Sénat chez nous qui représente les collectivités locales. Du coup, chaque État a 2 sénateurs, ce qui du coup aussi donne une très forte représentation aux petits États. Pour revenir au Wyoming, avec moins de 600 000 habitants, il a 2 sénateurs. La Californie, avec 38 millions d'habitants, elle en a 2 aussi. Alors voilà, la disproportion est encore plus énorme. Et après, chaque État a ensuite des représentants qui, eux, sont répartis proportionnellement à la population. Alors, on en a au moins un par État, donc les petits États peuvent rester encore légèrement avantagés. Mais la distorsion est quand même beaucoup moins forte. Et là, c'est réparti par circonscription, où le candidat arrive en tête gagne. Et du coup, dans ces 2 États, le Maine et le Nebraska, on a les 2 délégués qui représentent les sénateurs, sont donnés au niveau de l'État, c'est normal. C'est comme pour le sénateur, l'élection se fait à l'échelle de l'État. Et les circonscriptions pour élire les représentants correspondent à des circonscriptions pour les présidentielles. Et le candidat qui arrive en tête dans cette circonscription remporte le délégué de cette circonscription. Alors, ça arrive que du coup, le même candidat remporte tous les districts. Dans le Nebraska, qui est plutôt républicain, ça arrive. Même si du coup, le district 2 est le moins républicain des 3. Et par exemple, en 2020, Biden perdait le Nebraska, mais remportait le district 2. Quant au Maine, autant en 2016, Clinton avait remporté l'ensemble de l'État, mais en 2020, Trump avait remporté un district, le district 2, et du coup, Biden avait remporté l'État et le district 1. Donc il avait eu 3 grands électeurs pour 1 pour Trump, et dans le Nebraska, il en avait eu 1 et 4 pour Trump. Sinon, dans les autres États, l'ensemble des délégués partent à celui qui arrive en tête. Autant s'il y avait une répartition proportionnelle ou même par siège, ça permettrait de lisser un peu les écarts en fonction de la répartition des voix et de limiter le risque d'avoir le candidat qui arrive en tête qui perd l'élection. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a ces situations un peu particulières qui peuvent arriver aux États-Unis. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui nous a permis un peu de comprendre ça.
Je vous mets en lien en description tout ça, en fiche, une vidéo sur les origines du bipartisme aux États-Unis qui est un peu liée aussi à ce mode de scrutin. J'avais fait une analyse là-dessus, donc je vous mets tout ça pour que vous puissiez aller regarder cette vidéo. Et du coup, je vous dis au revoir tout le monde, et on revient la semaine prochaine avec un retour sur de l'histoire, avec une vidéo un peu longue sur l'histoire de la CGT durant la Seconde Guerre mondiale. Et on se retrouve également, alors entre-temps je sors de vidéos évidemment, mais en février on repart sur une série d'un gros sujet, une série de vidéos sur un très gros sujet. Je vous laisse un peu la surprise, mais indice, c'est en lien avec de l'actualité. Je vous laisse essayer de deviner quel sujet historique j'aborderai dans cette série. Peut-être que certains trouveront. Au revoir tout le monde.